KPMG Fréquence Banque. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur nos ondes pour cette émission qui fait le tour de l'essentiel de l'actualité réglementaire et comptable bancaire. Nous sommes le jeudi 27 juin 2024, au micro, Kenza Moulin. J'aurai le plaisir de présenter l'essentiel de l'actualité réglementaire bancaire avec Arnaud Bourdeil, associé responsable du secteur banque de KPMG. Après ce tour d'horizon, Mylène Migarditchian, associée responsable de la doctrine comptable bancaire de KPMG France, nous décryptera les principaux points d'attention à considérer lors de l'arrêté comptable du 30 juin 2024. Enfin, nous clôturerons l'émission avec Sylvie Miette, associée responsable de la plateforme Finance Durable, qui nous présentera sa traditionnelle chronique verte. KPMG Fréquence Banque. Aujourd'hui, à la une de l'actualité réglementaire bancaire, la consultation lancée par l'autorité bancaire européenne sur son projet de ligne directrice précisant le traitement de la promotion immobilière dans le calcul du risque de crédit en approche standard. La mise à jour par l'EBA toujours des données sur les systèmes de garantie des dépôts et enfin, la consultation initiée par la Banque centrale européenne sur l'externalisation des services de cloud computing. Commençons tout de suite ce tour d'horizon avec vous, Arnaud Bourdeil. Bonjour Arnaud. Bonjour Kenza, je salue également tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Intéressons-nous d'abord à une actualité en lien avec la mise en œuvre du paquet bancaire CRR3, CRD6. L'autorité bancaire européenne a lancé le 17 mai dernier une consultation sur son projet de ligne directrice précisant le traitement de la promotion immobilière à but résidentiel dans le calcul du risque de crédit en approche standard. Cette consultation s'inscrit dans le cadre des 140 mandats qui lui ont été confiés par la Commission européenne et qui sont détaillés dans sa feuille de route sur la mise en œuvre du paquet bancaire que vous nous aviez présenté en janvier dernier. Tout à fait Kenza. Dans cette consultation, l'EBA précise les conditions introduites par le règlement CRR3 permettant aux expositions dites ADC, autrement dit les crédits accordés pour l'acquisition, le développement et ou la construction de biens immobiliers résidentiels, et j'insiste sur le caractère résidentiel, de bénéficier d'une pondération préférentielle de 100%. 100% versus un taux de 150% prévu par défaut par le règlement CRR3. Oui, étant précisé que pour ne pas se voir appliquer une pondération de 150%, il faudra que la banque démontre que l'emprunteur dispose de 50% de contrats de prévente ou de prélocation avec un dépôt en espèces supérieur à 10% du prix de vente ou supérieur à 3 fois le loyer mensuel en cas de location, ou bien d'un apport en fonds propres représentant 35% de la valeur du bien immobilier à l'achèvement. Ce sont là des conditions très conservatrices. Qu'en pensent les banques ? Ces conditions sont en effet plus sévères que ce que les banques avaient projeté dans leurs études d'impact en attendant les lignes directrices de l'EBA, mais elles semblent justifiées dans le contexte actuel et les risques supportés par le secteur de la promotion immobilière. Je précise néanmoins qu'il s'agit là d'une consultation. Avec ce projet, l'EBA souhaite définir les seuils associés aux 2 conditions requises pour la pondération préférentielle de 100%. Elle s'appuiera également sur une collecte de données ad hoc menée dans le cadre du suivi du QIS BAL 3 pour calibrer ces seuils. Ces lignes directrices comportent également un cadre spécifique au logement public et aux entités à but non lucratif à travers toute l'Union européenne. Cette consultation est ouverte jusqu'au 19 août 2024 et on invite nos auditeurs à y répondre pour faire entendre leur voix. Restons dans l'actualité de l'EBA, avec la publication, le 28 mai dernier, des données de l'année 2023 relatives à 2 indicateurs clés de la directive sur les systèmes de garantie des dépôts, les moyens financiers disponibles et les dépôts couverts. L'EBA publie en effet ces données pour le système de garantie des dépôts dans chaque État membre sur une base annuelle, afin de renforcer la transparence et la responsabilité des systèmes de garantie des dépôts à travers l'Europe. Je rappelle que les dépôts couverts sont garantis jusqu'à 100 000 € ou l'équivalent dans d'autres devises par déposant et par banque. Les données 2023 montrent que par rapport à 2022, le montant des dépôts couverts en Europe a augmenté de 1,7%, ce qui représente une évolution moindre que celle observée les années précédentes, plus 2,6% en 2022, plus 5,4% en 2021 et plus 8,2% en 2020. La dynamique haussière des années précédentes résultait notamment de la hausse de l'épargne des ménages consécutive au Covid-19, qui a mécaniquement conduit à une augmentation de la contribution des banques.
Parallèlement, Arnaud, les systèmes de garantie des dépôts doivent lever des fonds auprès des établissements de crédit dans le but de rembourser les déposants en cas de faillite bancaire. Les données de l'exercice 2023 montrent que la plupart des pays européens ont continué à lever des contributions auprès des banques pour atteindre le niveau cible minimum applicable à leur système de garantie des dépôts nationaux imposé par la directive. Les États membres ont jusqu'en juillet 2024 pour atteindre le niveau cible minimum qui, dans la plupart des cas, est de 0,8% des dépôts couverts. Je terminerai en précisant qu'au 31 décembre 2023, 21 des 36 systèmes avaient déjà atteint le niveau cible avant la date butoir. On finit ce tour d'horizon avec une actualité de la Banque centrale européenne et le lancement, le 3 juin dernier, d'une consultation sur un nouveau guide relatif à l'externalisation des services de cloud computing. Oui, ce guide vise à clarifier l'interprétation et les attentes en la matière. Il a également l'ambition de renforcer la cohérence prudentielle en s'appuyant sur les risques et les meilleures pratiques observées par les équipes de supervision conjointe, les JST. Car vous le savez, Kenza, les banques ayant de plus en plus recours aux services de cloud computing proposés par des fournisseurs de services tiers en raison de leurs coûts plus faibles et de leur flexibilité, la dépendance vis-à-vis de ces tiers peut les exposer à des risques de sécurité informatique, voire d'interruption d'activité. Or, si une banque ne peut pas facilement remplacer ses services externalisés en cas de panne, ses fonctions sont susceptibles d'être interrompues. Par ailleurs, le marché des services de cloud computing étant fortement concentré, de nombreuses banques reposent ainsi sur un petit nombre de fournisseurs établis hors d'Europe. C'est pourquoi la BCE est particulièrement vigilante et appelle les banques à tenir compte de ces risques. Oui, d'autant plus qu'elle a également détecté plusieurs vulnérabilités dans les accords d'externalisation informatique des banques au cours de l'exercice REP 2023. Elle considère donc ce sujet comme une priorité de supervision. À cet égard, il est important de rappeler, Arnaud, que les législateurs de l'Union européenne ont introduit le règlement DORA sur la résilience opérationnelle numérique, un texte qui vise à atténuer de manière proactive les risques qui pourraient conduire à l'interruption de fonctions ou de services critiques. Oui, le règlement DORA, tout comme la directive CRD5, exige des banques qu'elles mettent en œuvre une gouvernance effective des risques issus de l'externalisation et qu'elles définissent des cadres pour la sécurité informatique et la cyber-résilience. Le guide mis en consultation présente donc l'interprétation par la BCE de ces règles spécifiques et la manière dont elles s'appliquent aux banques. Cette consultation est ouverte jusqu'au 15 juillet 2024 et on invite nos auditeurs à y répondre. Avant de terminer ce journal, quelques mots, Arnaud, sur l'actualité prudentielle très dense ces derniers jours. En effet, le 18 juin, la Commission européenne a annoncé sa volonté de reporter d'1 an l'entrée en application du nouveau cadre de calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché, également appelé FRTB. Annonce accueillie favorablement par les banques européennes, j'imagine. C'est le moins que l'on puisse dire, Kenza, puisque les banques y voyaient là une distorsion de concurrence forte avec les États-Unis, qui eux avaient déjà annoncé un report. Il y a également eu la publication au journal officiel de l'Union européenne le 19 juin du paquet bancaire, après un très long processus législatif qui a duré près de 3 ans. Et justement, dans le cadre de la mise en œuvre de ce paquet bancaire, l'EBA a publié le 21 juin la version finale de son ITS sur la phase 1 des informations pilier 3. Arnaud. Oui, qui fait suite à la consultation lancée en décembre dernier. Nous avions d'ailleurs présenté sur ces ondes, avec à la clé une première victoire pour les banques qui n'auront pas à publier les ratios de fonds propres en cible durant la période transitoire. Nous avons terminé ce tour d'horizon de l'actualité bancaire. Je vous retrouve dans un instant avec Mylène Miguerditchian pour notre interview. Nous sommes à quelques jours du 30 juin 2024, c'est donc le moment idéal pour faire le tour des principaux sujets comptables bancaires à considérer lors de cet arrêté semestriel. Nous allons décrypter avec vous, Mylène Miguerditchian, les thèmes sur lesquels les directions comptables des banques doivent porter toute leur attention. Nous en profiterons également pour évoquer certains sujets prospectifs en vue de la clôture annuelle 2024. Bonjour Mylène. Bonjour Kenza, bonjour à toutes et à tous. Cet arrêté semestriel s'inscrit dans un contexte politique et géopolitique particulièrement troublé à plusieurs égards. Les effets de la guerre en Ukraine continuent de peser sur l'environnement macroéconomique. Les risques financiers, que nous avions déjà évoqués en octobre dernier, perdurent, avec une inflation supérieure à la cible fixée par les différentes banques centrales et des taux d'intérêt encore élevés, et avec en toile de fond, bien sûr, l'urgence climatique.
Enfin, récemment, à la suite des résultats des élections européennes et de la dissolution de l'Assemblée nationale, le risque politique augmente, dégradant les valeurs des banques françaises et le taux d'emprunt de la France. L'environnement économique reste globalement difficile et le contexte de cet arrêté s'annonce donc de nouveau très délicat pour les banques, Mylène. Oui, Kenza, la plupart des établissements sont affectés par ces évolutions macroéconomiques et géopolitiques. La dégradation du taux d'emprunt de la France a une incidence directe sur les valeurs bancaires en bourse et sur les coûts d'emprunt des banques. En ce qui concerne les taux, le 6 juin dernier, la BCE a baissé ses taux directeurs de 25 points de base. Ce cycle de baisse devrait se poursuivre de manière très progressive compte tenu de la persistance de l'inflation. En effet, l'inflation est repartie à la hausse fin mai, tirée par l'évolution des prix des services et la contribution de nouveau positive des prix de l'énergie. Ces éléments pourraient remettre en cause la trajectoire de la politique monétaire de la BCE, d'autant que ni la Fed ni la Banque d'Angleterre n'ont encore baissé leur taux directeur. Enfin, le niveau de défaillance des entreprises en France augmente dans tous les secteurs et en particulier dans la construction, les activités immobilières, le transport et les activités financières et d'assurance. C'est pourquoi la préparation des comptes semestriels des établissements de crédit va effectivement rester délicate, comme c'est le cas depuis plusieurs années, que ce soit en termes d'évaluation ou de prévision. Oui, Kenza, et à cela s'ajoute également la prise en compte des réformes ou des évolutions législatives que les établissements doivent intégrer, comme l'impôt minimum mondial ou encore la question des congés payés acquis durant les périodes d'arrêt de travail. Pour les sujets de portée générale, comme justement le traitement de l'impôt minimum mondial, je vous invite, chers auditeurs et chères auditrices, à écouter notre émission Les Matinales du 4 juin dernier, au cours de laquelle Émilie Blanc, directrice des affaires comptables de l'AMF, et Emmanuel Paré, directeur de la doctrine comptable de KPMG, ont fait le tour des principaux thèmes pertinents lors de cet arrêté semestriel 2024. S'agissant des questions spécifiques aux établissements bancaires, quelles évolutions significatives sont à prendre en compte pour cet arrêté? Commençons, Mylène, par faire un point sur le référentiel IFRS applicable au 30 juin 2024. Je vais peut-être vous décevoir, mais il n'y a pas de bouleversement majeur dans les textes IFRS qui concernent les banques. Cependant, parmi les principaux thèmes auxquels les banques doivent veiller au 30 juin 2024 demeure IFRS 17, la norme sur les contrats d'assurance entrée en vigueur en 2023. Cette norme fut, nous le savons, le bouleversement comptable majeur dans le secteur de l'assurance et également pour les banques assureurs l'an dernier. Or, pour les publications semestrielles, IFRS 17 est plus exigeante qu'IFRS 4 et requiert plus de transparence et une plus grande granularité dans les informations fournies. Dans cette perspective, et afin de faciliter la compréhension du lecteur des états financiers semestriels, nous recommandons de communiquer notamment les tableaux de mouvement des passifs d'assurance, y compris la marge sur service contractuel attendu, ainsi que la description et, le cas échéant, la quantification des principales zones de jugement. À ce propos, rappelons, comme Émilie Blanc de l'AMF l'a indiqué sur nos ondes, que l'ESMA publiera en novembre ou décembre prochain une étude sur la première application d'IFRS 17. Mylène, est-ce qu'il y a d'autres points de vigilance pour cet arrêté semestriel 2024 ? Dans le contexte précédemment évoqué, le thème majeur reste le risque de crédit. Il est au cœur des préoccupations des banques, des superviseurs et des régulateurs. Alors, sur le risque de crédit, comme nous l'avons vu dans notre étude trimestrielle publiée en mai dernier sur la performance des groupes bancaires français, le coût du risque était en hausse de 22% au premier trimestre 2024 par rapport au premier trimestre 2023. En effet, cette hausse est à mettre en relation avec la hausse continue des défaillances d'entreprises qui sont impactées par le niveau d'inflation élevé, notamment sur les prix de l'énergie et un niveau de croissance économique atone en France. Ainsi, le niveau des encours en défaut, ou Stage 3, et des encours en Stage 2 a augmenté, compte tenu des incertitudes élevées de l'environnement actuel. Dans ce contexte, l'exercice de calcul des provisions IFRS 9 pour l'arrêté semestriel s'annonce particulièrement périlleux et va nécessiter l'exercice du jugement. Que préconisez-vous donc dans ce domaine ? Les conditions macroéconomiques étant très changeantes, il est important de mettre à jour les paramètres des modèles de calcul des dépréciations, les scénarios macroéconomiques retenus et leurs pondérations. Par ailleurs, les facteurs de risque apparus de manière plus accrue depuis 2022 et la guerre en Ukraine, comme la chaîne d'approvisionnement, notamment en énergie,
Les risques environnementaux, les risques liés à l'inflation et les risques géopolitiques sont toujours d'actualité. Ces éléments ne sont pas toujours intégrés dans les calculs et peuvent faire l'objet d'ajustements de modèles parfois très significatifs. Donc, nous recommandons d'utiliser pour la détermination de ces ajustements une méthodologie robuste, doublée d'une bonne gouvernance permettant de quantifier au mieux ces risques et d'en appréhender les impacts sur les modèles d'évaluation. Cela rejoint, me semble-t-il, les recommandations de la Banque centrale européenne dans sa publication de mai 2023 sur les ajustements de modèles. Absolument. Et compte tenu des montants significatifs en jeu, nous recommandons la plus grande transparence en annexe, notamment sur la méthodologie, les montants et les sources d'ajustement comptabilisées, ainsi que l'impact sur le staging. Ce sujet du lien insuffisant entre ajustement de modèle et staging fait toujours partie des points d'attention de la BCE. D'ailleurs, tout ceci fait écho aux recommandations émises par l'AMF pour les comptes annuels ces dernières années. De manière générale, les établissements devront soigner leur communication sur le risque de crédit et notamment sur les hypothèses clés retenues et les modifications qui sont apportées dans le contexte actuel. Mylène, y a-t-il d'autres points de vigilance pour l'arrêté semestriel en lien avec le contexte actuel ? Oui, compte tenu du contexte de taux, nous préconisons d'être vigilants aussi sur l'analyse de la liquidité des banques et sur leur capacité de refinancement et de placement des programmes d'émission auprès des investisseurs, sur le niveau de remboursement anticipé des dépôts et plus généralement des produits d'épargne ou encore leur niveau de liquidité. Et dans le contexte de taux et de marché actuel, quels autres enjeux comptables se posent pour cet arrêté ? Plusieurs conséquences comptables. D'abord, le calcul de la juste valeur, à la fois pour la mesure et pour les informations communiquées en annexe sur la juste valeur, avec un point d'attention sur le niveau de la juste valeur présentée et en particulier pour les instruments qui sont mesurés au coût amorti. Il faudra, pour les calculs de juste valeur et pour les ajustements de juste valeur, comme la CVA, DVA, utiliser dans le contexte actuel les paramètres au plus près de l'arrêté. Ensuite, se pose aussi la question de l'évaluation des titres de dette enregistrés à la juste valeur par capitaux propres et des pertes latentes présentées en capitaux propres. Cette année encore, un certain nombre d'établissements pourraient être tentés de reclasser des titres de la catégorie juste valeur par capitaux propres vers la catégorie titres au coût amorti pour arrêter d'enregistrer des pertes latentes. Toutefois, il faut rappeler qu'en IFRS, une modification d'intention, même dans un contexte de changement important des conditions de marché, ne constitue pas une raison valable pour reclasser ces titres. Ce sujet a d'ailleurs fait l'objet d'un rappel spécifique par l'AMF dans ses recommandations pour les comptes 2022. D'autres conséquences liées au taux et au marché actuel ? Oui, les taux peuvent également avoir une incidence sur les modèles comportementaux utilisés par la banque, tels que celui des provisions d'épargne réglementées. Il sera critique de documenter les mises à jour des hypothèses utilisées et leur incidence sur le calcul des provisions. Enfin, les taux actuels peuvent nécessiter de revoir les documentations de couverture et de mettre en place de nouvelles stratégies. Il sera important de s'assurer de la conformité de cette documentation et des tests d'efficacité afférents. Dernier point d'arrêté, sans lien avec ce qui précède, à propos du fonds de résolution unique et le contentieux en cours relatif aux engagements irrévocables de paiement. Rien de nouveau pour les semestriels, si ce n'est que l'établissement concerné a fait appel de la décision de première instance en janvier 2024. Nous invitons donc les banques à soigner et à enrichir leurs informations en annexe sur le traitement comptable appliqué. Tous ces points seront bien entendu à suivre pour la fin de l'année dans la perspective des comptes annuels 2024. Et justement, Mylène, au-delà de la fin de l'année 2024, les enjeux climatiques seront l'un des grands sujets de préoccupation des banques. L'attente des investisseurs pour mieux comprendre l'impact de ces enjeux dans les états financiers se renforce chaque année. D'autant plus que 2024 sera la première année de préparation du rapport de durabilité, qui devra être publié en 2025 pour la première vague d'entreprises visées par la CSRD. La connectivité avec les états financiers sera d'autant plus importante et scrutée par les différentes parties prenantes. Doit-on s'attendre à des évolutions côté normatif ? Des projets actuellement en cours ou des communications pourraient conduire à enrichir les informations climatiques dans les états financiers et notamment accroître la connectivité avec le reporting de durabilité. Il faudra donc suivre les travaux de l'IASB en la matière. Justement, sur ce sujet, l'IASB a publié en mai 2024 les amendements à IFRS 9 et IFRS 7.
Il porte notamment sur les actifs avec une clause contingente de type ESG applicable à compter du 1er janvier 2026. Par ailleurs, l'exposé sondage sur les contrats d'achat d'énergie renouvelable est actuellement en consultation jusqu'à début août. Pour le texte qui porte sur les clauses ESG, l'ambition était de ne pas avoir à comptabiliser à la juste valeur par résultat ces instruments de dette. Dans les faits, ce texte permettra de le faire, mais malheureusement uniquement pour des clauses qui ne modifient pas de manière significative les flux de trésorerie de l'instrument concerné. Ce qui, il faut l'avouer, n'est pas dans l'esprit du Green Deal qui requiert de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre. Mais nous serons amenés à vous reparler des 2 textes l'IASB sur ces ondes. Mylène Miguerditchian, un grand merci à vous pour ce panorama des sujets comptables indispensables pour préparer l'arrêté du 30 juin 2024. Nous sommes allés à l'essentiel sur les différents sujets et nous aurons l'occasion de vous en reparler sur ces ondes au cours des prochains mois. Sans oublier notre traditionnelle conférence Arrêté des comptes, Banque et Assurance 2024, qui aura lieu cette année le 28 novembre prochain à la salle Gaveau. N'hésitez pas à noter cette date sur votre agenda, les inscriptions seront bientôt ouvertes sur kpmg.fr. Dernière rubrique de cette émission, la chronique dédiée au sujet ESG, présentée par Sylvie Miette. Bonjour Sylvie. Bonjour Kenza, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ma chronique verte porte sur le premier rapport de durabilité publié par la Banque de France et la CPR le 18 juin dernier. Ce rapport recense toutes les actions entreprises en matière de durabilité par ces 2 autorités depuis le précédent rapport Action Climat de novembre 2022 et les rapports annuels sur l'investissement responsable publiés depuis 2019. Conformément à ce que préconise en matière de reporting par les banques centrales le NGFS, qui est la communauté pour le verdissement du système financier, ce rapport donne une vision large des effets des risques liés au changement climatique et à la nature sur les actions des banques centrales, mais aussi sur leur mission. Ce rapport va donc au-delà des risques climatiques pour s'attacher plus globalement aux actions mises en place en matière de durabilité. Ce nouveau prisme reflète l'action croissante de la Banque de France et de la CPR dans la prise en compte des risques économiques majeurs liés à la dégradation de la nature et à la perte de la biodiversité. Elle rappelle ainsi que contribuer à évaluer, réduire et gérer les effets non seulement des risques climatiques, mais plus généralement des risques liés à la nature sur l'économie réelle et sur le système financier fait pleinement partie de leur mandat. Dans ce rapport, les 2 autorités reviennent ainsi sur leurs actions majeures. Sans toutes les lister, je citerai par exemple l'exercice pilote climatique conduit par la CPR en 2020-2021, suivi par un nouveau stress test climatique dédié aux assureurs en 2023, le contrôle des dispositions prévues par la loi énergie-climat depuis 2022, à savoir vérifier le caractère clair, exact et non trompeur des informations fournies par les organismes d'assurance vie et de retraite professionnelle supplémentaires en matière de risques de durabilité, les travaux en cours pour intégrer les risques climatiques dans la cotation des entreprises, avec le développement d'un indicateur climat, et bien d'autres actions encore que je vous laisse découvrir quand vous lirez ce rapport. Par ailleurs, dans un souci de consolidation de l'ensemble des publications financières et extra-financières dans un même document, ce rapport décrit la stratégie et les actions de la Banque de France en matière d'investissement responsable. Ce volet, investissement responsable, intègre pour la 2e année consécutive les indicateurs déjà utilisés dans le reporting climat, un reporting commun à toutes les banques centrales de l'eurosystème. Cette édition du premier rapport de durabilité des 2 autorités est amenée à être publiée chaque année et tiendra bien sûr compte des nouveaux standards européens en matière de durabilité. Il marque une étape importante dans la démarche de transparence et d'engagement en matière de durabilité et réaffirme le soutien de la Banque de France et de l'ACPR à la promotion de la finance durable. Une voie à suivre par l'ensemble du secteur financier. Avant de clôturer cette émission, je vous conseille de parcourir nos principales publications bancaires que vous pouvez retrouver sur le site kpmg.fr. Le traditionnel ActuBank du mois de mai et l'édition 2024 de Pulse of Banking que nous avons dédiée cette année au Green Asset Ratio, publié au titre de 2023, qui marque la première année de publication par les banques de leur ratio d'alignement à la taxonomie verte européenne. Nous vous invitons aussi à nous suivre sur la page LinkedIn de KPMG France où sont publiées toutes nos actualités. Bien sûr, n'hésitez pas à écouter les précédentes éditions de Fréquence Banque, mais aussi les différentes émissions proposées par Radio KPMG grâce à notre application mobile à télécharger dans l'App Store ou Google Play. Cette édition est maintenant terminée. C'était la dernière avant la pause estivale. Un grand merci pour votre attention. Je vous retrouverai avec plaisir à la rentrée. Très bel été à toutes et à tous.
KPMG Fréquence Banque.